Lorsque Tom Orr est entré dans sa cabane du Montana après une expédition de chasse d'une semaine à la fin du mois de janvier de l'année 2025, il s'attendait à être accueilli par le même silence profond et inébranlable qui avait défini sa vie pendant près de 50 ans. Le calme de la vallée de la rivière Yaak l'avait toujours accueilli chez lui comme un vieil ami stable et fiable, le genre de silence qui n'existe que dans les endroits où le monde moderne n'a pas encore appris à s'immiscer. Pendant des décennies, cette solitude avait été son refuge, sa boussole, la chose qui le rassurait sur le fait que la vie que Nancy et lui avaient choisie il y a tant d'années était la bonne. Mais ce soir-là, quelque chose était différent, quelque chose de petit et d'ordinaire à première vue, mais d'inquiétant d'une manière qui lui faisait dresser les cheveux sur la nuque. Posée carrément sur la surface en bois usé de son établi, se trouvait une enveloppe. Pas n'importe quelle enveloppe, mais une enveloppe qui n'était manifestement pas à sa place. Et dans ce moment de calme, alors que le froid s'accrochait encore à son manteau et que la lumière déclinante de l'hiver se faufilait à travers les vitres givrées, Tom sentit un poids étrange et inconnu s'installer dans sa poitrine. Parce que ce qui était arrivé à l'intérieur de cette enveloppe avait en quelque sorte pénétré dans le seul endroit sur Terre qu'il avait toujours cru hors d'atteinte du monde extérieur. Et elle portait en elle une question qu'il ne s'était jamais permis d'envisager. Était-il enfin temps de laisser la nature sauvage derrière lui? La neige tombait régulièrement depuis 3 jours consécutifs lorsque Tom fit le dernier trajet jusqu'à la cabane. Chaque pas dans la vallée était lent et délibéré, ses bottes s'enfonçant profondément dans des congères qui lui arrivaient aux genoux, la neige poudreuse murmurant sous chacun de ses mouvements. L'air était assez vif pour piquer ses poumons, le genre de froid qui rendait chaque respiration visible comme des nuages pâles dérivant dans le ciel gris de l'hiver. À 73 ans, le voyage de retour après de longues excursions dans les montagnes lui demandait plus qu'auparavant. Ses articulations se plaignaient plus bruyamment dans le froid maintenant, et le poids de son sac semblait peser plus lourd sur ses épaules avec chaque année qui passait. Pourtant, Tom n'avait jamais dit ces vérités à voix haute. Admettre que l'âge commençait à changer la façon dont il se déplaçait à travers la terre lui semblait trop comme admettre que la nature sauvage pourrait un jour lui survivre. Et la nature sauvage était sa maison depuis bien trop longtemps pour qu'il puisse imaginer s'en éloigner. Lui et sa femme Nancy étaient arrivés pour la première fois dans la vallée de la rivière Yaak à la fin des années 1970, poursuivant une vision que la plupart des gens auraient rejetée comme impossible. Alors que d'autres faisaient une carrière dans les villes et s'installaient dans des quartiers de banlieue, Tom et Nancy avaient choisi une vie qui exigeait quelque chose de bien plus rare que le confort. Ils avaient choisi l'autosuffisance. Tom piétina la neige de ses bottes sur le porche avant d'atteindre la porte de la cabane, remarquant que le vieux bois sous ses pieds gémissait légèrement avec l'âge. Les planches avaient enduré des décennies d'hivers rigoureux, de tempêtes qui hurlaient à travers la vallée comme des trains de marchandises et d'été, où le soleil cuisait la forêt jusqu'à ce que l'air devienne chatoyant. Tout finit par vieillir, se dit-il doucement, même les choses construites pour survivre dans les endroits les plus rudes de la planète. La porte s'ouvrit en grinçant avec un bruit de protestation familier et Tom pénétra dans la pénombre de la cabane. L'air était froid, mais portait encore l'odeur du bois sec, du cuir et de la fumée qui s'était infiltrée dans les murs au fil des ans. Sans réfléchir, il tendit la main vers la petite lampe à huile, posée près de l'entrée, allumant la mèche et remplissant la pièce d'une douce lueur ambrée qui repoussait l'obscurité. Il se débarrassa de son sac et se dirigea vers l'établi, planifiant déjà la petite routine qui marquait la fin de chaque long voyage de retour. Allumer un feu, accrocher les pièges, vérifier les provisions. Peut-être préparer une tasse de café assez fort pour réveiller les os. C'est alors qu'il la vit. Une grande enveloppe en papier manille trônait au milieu de l'établi, les bords légèrement gondolés par l'humidité, la surface marquée de légers plis, comme si elle avait parcouru un long chemin pour arriver jusqu'à lui. Tom s'arrêta de bouger. Pendant un long moment, il se contenta de la fixer, son esprit tournant tranquillement autour de possibilités qui avaient de moins en moins de sens au fur et à mesure qu'il restait là. Il n'avait rien commandé. Personne ne venait à la cabane à l'improviste, pas en hiver, pas quand les routes de montagne disparaissaient sous des congères qui auraient pu engloutir un camion tout entier. Nancy était en Floride pour rendre visite à leur fille, échappant ainsi au pire du froid du Montana pendant quelques semaines. Si elle avait envoyé quelque chose, elle l'aurait d'abord appelé sur le téléphone satellite. Lentement, prudemment, Tom saisit l'enveloppe. Elle était plus lourde qu'il ne s'y attendait. Le papier était épais et officiel, le genre de papier utilisé pour les documents qui devaient avoir du poids.
son nom était écrit au recto d'une main nette et peu familière. Il n'y avait pas d'adresse de retour, pas de timbre postal, rien qui puisse suggérer d'où il venait ou comment il était arrivé. Et c'est ce qui le dérangeait le plus. Parce que la porte avait été fermée à clé lorsqu'il était parti. Les fenêtres étaient verrouillées. Pendant toutes les années où il avait vécu au fin fond des montagnes, Tom n'était jamais rentré chez lui pour trouver la preuve que quelqu'un d'autre avait pénétré dans sa cabane. Pas une seule fois. Ses doigts travaillèrent lentement le long du bord scellé jusqu'à ce que l'enveloppe cède enfin avec un bruit sec de déchirure. À l'intérieur se trouvait une épaisse pile de papier, le genre de papier rempli d'un langage juridique dense et de sceaux officiels estampillés à l'encre foncée. Avant même de commencer à les lire, quelque chose au fond de ses tripes lui disait que ce n'était pas une bonne nouvelle. Lorsqu'il a terminé la première page sous la lumière de la lampe, son visage s'est vidé de ses couleurs. Pendant près de 5 décennies, Tom a cru que s'il restait suffisamment à l'écart du monde, s'il vivait simplement et ne prenait que ce dont il avait besoin de la terre, le monde finirait par l'oublier. Mais il semble que la nature sauvage ait finalement trouvé un moyen de lui envoyer un message qu'il ne peut ignorer. Et ce message est arrivé sous la forme de documents administratifs. Tom Orr n'a pas toujours été un montagnard. Bien avant que les rythmes tranquilles des saisons de trappe et des vallées enneigées ne rythment ses journées, il avait grandi dans l'Illinois au début des années 1950. À cette époque, sa vie se déroulait à un rythme beaucoup plus rapide, alimenté par l'adrénaline, la compétition et l'énergie agitée d'un jeune homme qui n'avait pas encore découvert sa véritable place. Pendant un certain temps, il a trouvé cette excitation dans le monde du rodéo professionnel. Tom a monté des broncos sur le circuit voyageant d'une arène poussiéreuse à l'autre à travers l'Ouest américain. C'était une vie pleine de bruit et de foules de lumière vive et de public rugissant où chaque chevauchée de 8 secondes portait la promesse d'une victoire ou la certitude d'une douleur. Le rodéo exigeait de la robustesse et du courage, mais c'était aussi un monde qui ne restait jamais immobile très longtemps. Et quelque part sur ces routes interminables, entre les villes de rodéo, Tom a commencé à réaliser que ce qu'il voulait vraiment, ce n'était pas des applaudissements ou de l'argent. Il voulait de l'espace, du calme. Il voulait une vie qui lui paraisse réelle, comme la reine de rodéo ne l'a jamais fait. Tout a changé lorsqu'il a rencontré Nancy. Elle n'avait rien à voir avec les groupies et les chasseurs de boucles qui suivaient le circuit du rodéo de ville en ville. Nancy comprenait quelque chose chez Tom que peu de gens avaient jamais compris. Elle reconnaissait l'agitation, en lui la fin tranquille de quelque chose de plus profond que le mouvement constant de la vie du rodéo. Elle n'a pas essayé d'apprivoiser cette agitation. Au lieu de cela, elle l'a partagée. Ensemble, ils ont commencé à imaginer un avenir différent. Un avenir où ils se mesureraient au monde naturel, plutôt que d'en donner une version sous les lumières des stades. Une vie où la survie signifierait plus que de tenir 8 secondes sur le dos d'un bronc. Ils voulaient mesurer leur force à quelque chose de réel, de sauvage, d'honnête. Dans 1977, Tom et Nancy ont pris la décision qui allait façonner le reste de leur vie. Ils ont mis tout ce qu'ils possédaient dans un camion et l'ont dirigé vers le nord en direction du Montana. Ils ont fini par trouver leur chemin dans la vallée de la rivière Yaak, près de la frontière canadienne, un endroit si isolé que de nombreuses cartes ont à peine pris la peine de l'inclure. La vallée n'était accessible que par des chemins forestiers accidentés qui disparaissaient sous une épaisse couche de neige pendant des mois chaque hiver. Pour la plupart des gens, cet isolement aurait été un avertissement. Pour Tom et Nancy, c'était comme une invitation. Les premières années les ont mis à l'épreuve d'une manière que Tom n'avait jamais connue dans le rodéo, apprendre à tanner les peaux selon les méthodes traditionnelles. Découvrir comment chasser et piéger suffisamment de gibier pour survivre à des hivers brutaux. Construire des abris suffisamment solides pour supporter des températures qui descendaient souvent en dessous de moins 30 degrés Fahrenheit. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Ils n'ont pas de lien stable avec le monde moderne, hormis un voyage occasionnel de ravitaillement en ville. La plupart de ce qu'ils ont appris l'a été par essais et erreurs, par des échecs qui les ont obligés à recommencer depuis le début. Mais quelque part au cours de ces longues et difficiles années, Tom a découvert quelque chose qu'il avait cherché sans jamais le comprendre pleinement. La nature sauvage a dépouillé la vie dans sa forme la plus honnête. Là-bas, il n'y a pas de faux semblants. Un homme se mesurait à ce qu'il savait faire. Il pouvait lire les nuages qui roulaient sur les montagnes. Il savait où les élans allaient se déplacer une fois que les premières neiges profondes les auraient poussés à quitter le haut pays. Dans la nature,
Les compétences comptent, les connaissances comptent, le respect de la terre compte. Et cette honnêteté signifie plus pour Tom que tout ce qu'il a laissé derrière lui. Lorsque la chaîne History Channel l'a contacté pour la première fois dans 2012 pour lui proposer de participer à la série télévisée Mountain Men, la première réaction de Tom a été le scepticisme. Les caméras et l'attention étaient des choses qu'il avait délibérément laissées de côté des dizaines d'années auparavant. Mais l'exposition lui a offert une opportunité importante. Elle lui a permis de démontrer que les anciennes méthodes n'étaient pas simplement des reliques du passé, mais des compétences pratiques qui avaient encore de la valeur, même au XXIe siècle. Et ce qui est peut-être tout aussi important, l'émission lui a apporté une stabilité financière suffisante pour lui permettre de continuer à vivre la vie qu'il avait choisie sans compromis. Au fil des ans, les téléspectateurs ont vu Tom vieillir à l'écran. Ils ont vu les rides profondes gravées autour de ses yeux après des décennies passées à loucher contre l'éclat de la neige. Ils ont entendu la sagesse tranquille dans sa voix lorsqu'il parlait de ne prendre que ce dont on a besoin de la terre, de comprendre que les humains ne sont pas les maîtres de la nature sauvage mais des invités temporaires au sein de celle-ci. Ils ont également vu le prix à payer pour une telle vie. Les blessures, l'épuisement, l'usure lente à laquelle même le corps le plus fort ne peut échapper pour toujours. Aujourd'hui, seul dans sa cabane avec ses documents officiels dans les mains, Tom se rend compte que toutes les années qu'il a passées à apprendre à survivre dans la nature ne l'ont pas préparé à ce genre de défi. Car certains problèmes ne peuvent pas être résolus avec une bonne ligne de piège, et certaines menaces ne peuvent pas être affrontées avec un fusil ou un couteau à dépecer. Les documents proviennent du ministère des Ressources naturelles et de la conservation du Montana, bien que plusieurs autres agences soient mentionnées dans le langage juridique dense, notamment l'Agence de protection de l'environnement et le Service forestier des États-Unis. À chaque page que Tom lisait, la situation devenait plus claire et bien plus inquiétante. La vallée de la rivière Yaak, celle-là même qu'il appelait sa maison depuis près d'un demi-siècle, était en train d'être désignée comme zone de restauration de l'habitat essentiel. Des années de recherche sur le climat ont révélé des changements spectaculaires dans l'écosystème de la région. Et les scientifiques estiment que sans une intervention immédiate, plusieurs espèces indigènes pourraient connaître un déclin irréversible. Sur le papier, la décision est logique. Dans tout l'Ouest américain, des efforts de conservation similaires sont de plus en plus fréquents. Les agences environnementales tentant de protéger les écosystèmes fragiles et les espèces sauvages menacées pour les générations futures. Mais ce que ces documents ne disent pas directement, c'est la seule vérité que Tom pouvait déjà voir entre les lignes. La restauration de la nature sauvage impliquait parfois l'expulsion des personnes qui y vivaient. Ce qui rendait cette désignation différente, ce qui faisait trembler les mains de Tom pendant qu'il lisait, c'était la section décrivant les nouvelles réglementations pour les propriétés foncières privées existantes dans la zone. Le document expliquait que les résidents actuels ne seraient pas expulsés de force, mais que de nouvelles restrictions seraient mises en œuvre qui modifieraient fondamentalement la façon dont les gens pourraient vivre sur leur terre. Les restrictions devaient entrer en vigueur au printemps de 2025, dans quelques mois à peine. Même le travail de tannage qui avait permis à Tom de vivre pendant des décennies allait faire l'objet d'un examen minutieux avec de nouvelles réglementations sur l'utilisation des produits chimiques et l'élimination des déchets qui semblaient conçus pour des opérations industrielles. Pas un seul homme ne travaillait avec des méthodes de tannage des cerveaux antérieures aux États-Unis eux-mêmes. Mais la restriction qui a frappé Tom le plus durement était enfouie à la page 17 du document. Tous les résidents permanents de la zone d'habitat critique seraient tenus de maintenir l'accessibilité aux services d'urgence et au personnel de surveillance environnementale tout au long de l'année. Concrètement, cela signifie que la route menant à la cabane de Tom devrait rester praticable tout au long de l'hiver, ce qui nécessiterait soit un entretien personnel à l'aide d'équipements lourds, soit l'installation de la propriété dans le système d'entretien routier du comté. Tom s'assit lourdement sur sa banquette. Les implications financières à elles seules étaient stupéfiantes. Il ne possédait pas de chasse-neige ni le type d'équipement nécessaire pour entretenir plusieurs kilomètres de route de montagne pendant les hivers du Montana. Sous-traiter le travail coûterait des milliers de dollars chaque année, de l'argent qu'il n'avait tout simplement pas. L'ajout de la route au réseau du comté nécessiterait des améliorations pour la mettre en conformité, notamment l'élargissement, le nivellement et peut-être même l'asphaltage de certains tronçons de ce qui n'est actuellement guère plus qu'une piste creusée d'ornières à travers la forêt. Mais ce n'est pas tout. Les documents comprenaient des cartes d'arpentage indiquant les stations de surveillance proposées dans toute la vallée
y compris une station située à moins d'un quart de mille de la cabane de Tom, des caméras de surveillance, de la faune des stations météorologiques et des visites périodiques de chercheurs et de gardes forestiers. La solitude qui avait été le fondement de sa vie ici allait être brisée. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda la forêt qui s'assombrissait. La neige continuait de tomber, chaque flocon ajoutant à l'immense silence blanc qui recouvrait la vallée. Ce silence, cet isolement profond, n'était pas un accident ou un effet secondaire de son mode de vie. Tom était venu dans la vallée de la rivière Yaak précisément parce que c'était un endroit où l'on pouvait encore disparaître dans la nature, vivre selon des rythmes fixés par la nature plutôt que par la bureaucratie, se mesurer aux défis les plus anciens auxquels l'humanité ait jamais été confrontée. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. La nature sauvage qui l'avait attiré ici, qui l'avait soutenu pendant près de 50 ans, était maintenant protégée d'une manière qui rendrait sa présence impossible. Les écologistes et les agences gouvernementales n'avaient pas tort quant à la nécessité de préserver ces lieux. Tom comprenait mieux que quiconque à quel point les écosystèmes sauvages étaient devenus fragiles, à quel point la présence humaine pouvait perturber des équilibres délicats qui avaient mis des millénaires à s'établir. Un document secondaire décrivait un programme de rachat volontaire. Le gouvernement proposait d'acheter des terrains privés situés dans la zone d'habitat critique à leur juste valeur marchande, ce qui permettait aux résidents de se réinstaller, tout en garantissant que leur propriété serait ramenée à l'état sauvage. L'offre était généreuse, selon les normes du gouvernement, certainement plus d'argent que Tom n'en avait jamais eu à un moment donné. Il regarda autour de sa cabane la vie qu'il avait construite avec Nancy, les chevilles sur le mur où étaient accrochés ses outils, chacun usé par des décennies d'utilisation. La chaise qu'il avait construite en pin de Murray, dont le siège était parfaitement adapté à son corps, après d'innombrables soirées passées sur place. Les cadres de fenêtres, il les avait posés lui-même, apprenant par essai et erreur comment tenir compte de la façon dont le bois se dilate et se contracte avec les écarts de température extrêmes du Montana. Tom plia soigneusement les documents et les reposa sur l'établi. Il avait besoin de réfléchir, de parler à Nancy et surtout de déterminer s'il y avait un moyen de lutter contre cette situation, ou si le moment était enfin venu de s'avouer vaincu. La décision à prendre. L'appel téléphonique par satellite avec Nancy a duré 2 heures, plus longtemps que toutes les conversations qu'ils avaient eues depuis des mois. Tom a expliqué la situation lentement, en lisant les sections pertinentes des documents, tandis que Nancy l'écoutait depuis la maison de sa fille en Floride. Lorsqu'il eut terminé, il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Nancy avait toujours été la plus pratique dans leur partenariat. Alors que Tom pouvait passer des heures à délibérer sur la meilleure façon d'installer une ligne de piège ou sur les arbres à couper pour le bois de chauffage, Nancy avait le don d'aller directement au cœur des problèmes complexes. Sa voix, lorsqu'elle est enfin parvenue à travers la connexion satellite grésillante, était mesurée et calme. Elle a rappelé à Tom qu'il ne rajeunissait pas. Les derniers hivers avaient été particulièrement durs pour tous les deux. Le genou de Tom, blessé lors d'une chute 2 ans plus tôt, alors qu'il vérifiait des pièges, n'avait jamais complètement guéri. L'arthrite de Nancy rendait les mois froids de plus en plus douloureux. Ils avaient tous deux remarqué que les tâches qui semblaient autrefois routinières demandaient désormais plus d'efforts, plus de temps de récupération. La nature sauvage avait toujours été un professeur impitoyable, mais l'âge rendait ses leçons plus sévères. Tom écoutait, mais se surprenait à repousser chaque argument pratique soulevé par Nancy. Oui, les hivers étaient plus durs. Oui, ils étaient plus lents qu'avant. Oui, il y avait eu des accidents évités de justesse ces dernières années qui auraient pu se terminer différemment avec des corps plus jeunes et des réflexes plus rapides. Mais accepter ces réalités ressemblait à une capitulation à admettre que le monde moderne avait raison depuis le début sur l'impossibilité de vivre de cette façon. Une fois l'appel terminé, Tom était resté assis dans l'obscurité de sa cabine, incapable de dormir. Son esprit revenait sans cesse sur les mêmes questions. Que signifie vivre avec intégrité? Y a-t-il de l'honneur à s'accrocher obstinément à un mode de vie qui devient intenable? Ou le vrai courage consiste-t-il à savoir s'adapter? Il a pensé aux jeunes qui l'ont parfois contacté dans le cadre de l'émission, lui demandant comment ils pouvaient apprendre à vivre en dehors du réseau. Comment ils pouvaient échapper au bruit numérique de la vie moderne et trouver quelque chose de plus authentique. Tom leur a toujours dit la même chose. La nature sauvage n'a que faire de vos idées romantiques sur la vie à la frontière. Elle vous mettra à l'épreuve d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer et vous devez être honnête avec vous-même pour savoir si vous êtes vraiment prêt à affronter cette épreuve.
Le lendemain matin, Tom s'est forcé à expérimenter. Il a passé la journée à effectuer des tâches de routine autour de la propriété, mais il a prêté attention d'une nouvelle manière. Il a chronométré le temps qu'il lui fallait pour fendre suffisamment de bois de chauffage pour une semaine. Il a remarqué la douleur dans le bas du dos après avoir tiré de l'eau du ruisseau. Il a senti la douleur lancinante dans son genou lorsqu'il est monté sur l'échelle pour vérifier le toit. Chaque tâche a révélé la même vérité. Il pouvait encore faire le travail, mais cela prenait plus de temps et coûtait plus cher. Tom passait des heures à marcher sur sa propriété, visitant les endroits qui avaient le plus de sens, le ruisseau où il avait appris à lire les niveaux d'eau pour prédire les saisons, la prairie où il avait vu une meute de loups mettre bas, 3 printemps de suite, la ligne de crête où il avait dispersé les cendres de son vieux chien Jack qui avait été son compagnon pendant 15 ans de vie dans la montagne. La terre n'était pas seulement l'endroit où il vivait, elle était tissée dans son identité, d'une manière qu'il serait impossible d'expliquer à quelqu'un qui n'aurait jamais connu ce genre de lien. Comment s'éloigner de l'endroit où l'on était devenu ce que l'on était? Pourtant, Tom pensait aussi à l'avenir. Nancy méritait des années plus faciles après la dure vie qu'elle avait partagée avec lui. Leurs filles et leurs petits-enfants vivaient dans les 48 virgules inférieures des gens qu'ils voyaient rarement, parce que le voyage depuis la vallée du Yak était si difficile. Il manquait des expériences, des relations qui souffraient de la distance et de l'isolement. Il se souvint d'une chose que son père lui avait dite il y a longtemps avant le rodéo dans le Montana et tout ce qui s'en est suivi. La vraie force, disait, son père, ce n'est pas de refuser de plier, c'est de savoir quand plier pour ne pas rompre. Tom n'avait jamais vraiment compris cette sagesse jusqu'à présent. Il avait toujours associé la force à l'endurance, à la capacité de résister aux épreuves. Mais il y avait peut-être une autre sorte de force à reconnaître que les circonstances avaient changé au-delà de votre capacité à les surmonter par votre seule volonté. À la fin de la semaine, Tom n'avait pas pris de décision, mais il était parvenu à une certaine clarté. Ce n'était pas une question à laquelle on pouvait répondre par la force ou la détermination. Il fallait évaluer honnêtement de multiples facteurs, ses capacités physiques, les besoins de Nancy, leur situation financière, et la probabilité que la lutte contre les nouvelles réglementations ne serve à rien d'autre qu'à retarder l'inévitable, consulter les sauvages et les sages. Tom n'avait jamais été du genre à demander facilement des conseils. L'autonomie n'est pas seulement une nécessité pratique dans la nature, c'est un élément essentiel de son identité. Mais l'ampleur de cette décision l'a poussé à dépasser sa réticence habituelle à impliquer d'autres personnes. Il avait besoin de perspectives extérieures à sa propre tête de voix qui pourrait l'aider à voir les angles qu'il pourrait manquer. Il a d'abord appelé Rich Lewis, un montagnard qui avait participé à l'émission et qui menait une existence tout aussi isolée dans la Ruby Valley. Rich était plus jeune que Tom d'une dizaine d'années, mais il avait dû faire face à ses propres problèmes liés à l'évolution de la réglementation et à la difficulté croissante de maintenir un mode de vie traditionnel dans la nature. Rich a écouté la situation de Tom sans l'interrompre, puis lui a proposé un point de vue qu'il n'avait pas envisagé. Le jeune homme fait remarquer que la nature sauvage elle-même subit des changements qui n'ont rien à voir avec la réglementation. Les hivers deviennent plus imprévisibles, avec des écarts de température qui rendent plus difficile la planification de la saison à venir. Les habitudes de la faune se modifient, les animaux s'adaptant aux conditions climatiques changeantes. Le vieux savoir qui avait guidé les montagnards pendant des générations devenait moins fiable parce que les conditions fondamentales étaient en mutation. Rich avait beaucoup réfléchi à ces changements ces derniers temps. Il a raconté à Tom une conversation avec un biologiste de la faune qui étudiait les populations de wapitis dans le Montana. Le biologiste lui avait montré des données remontant à 50 ans, démontrant des changements évidents dans les schémas de migration, les cycles de reproduction et les préférences en matière d'habitat. La nature sauvage que Tom avait maîtrisée n'était littéralement plus la même, et elle continuerait à changer d'une manière qui rendrait les compétences traditionnelles moins applicables. Ensuite, Tom a tendu la main à un jeune couple qu'il avait rencontré il y a plusieurs années et qui avait tenté d'établir un homestead dans le nord de l'Idaho. Ils avaient été inspirés par le spectacle des montagnards et avaient passé 3 ans à essayer de vivre en dehors du réseau. Finalement, ils avaient abandonné et s'étaient installés dans une petite ville de l'Oregon où ils dirigeaient une école d'apprentissage de la vie en milieu naturel. Lorsque Tom les a interrogés sur leur décision de partir, s'attendant à entendre parler de difficultés physiques ou de pression financière, ils l'ont surpris en lui donnant une réponse différente.
Ils étaient une partie, explique le mari, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'ils pouvaient avoir un impact plus important sur la préservation des valeurs de la nature sauvage, en enseignant aux autres qu'en s'isolant complètement. Leur école initiait des centaines de personnes chaque année au savoir-faire traditionnel, à l'importance de la conservation et à la possibilité de vivre plus simplement et de manière durable. La femme ajoute quelque chose qui fait réfléchir Tom. Elle a expliqué qu'ils en étaient venus à penser que le modèle d'isolement extrême de la vie en milieu sauvage, bien que satisfaisant sur le plan personnel pour ceux qui pouvaient le gérer, n'était pas en fin de compte la voie à suivre pour préserver la nature sauvage pour les générations futures. Ce qu'il fallait, ce n'était pas une poignée de personnes vivant complètement hors réseau, mais des millions de personnes faisant des choix plus durables dans leur vie quotidienne, se reconnectant avec la nature même en vivant dans les villes. Tom a trouvé cet argument troublant parce qu'il remettait en question l'un de ses postulats de base. Il avait toujours considéré son mode de vie comme une forme de résistance aux excès de la civilisation moderne, une preuve vivante que les humains n'avaient pas besoin de toute la complexité et de la consommation qui définissait la vie contemporaine. Mais cette preuve inspirait-elle réellement le changement? Ou était-elle si extrême que la plupart des gens la rejetaient comme sans rapport avec leur propre vie? La forêt lui montrait son âge. Les arbres qu'il connaissait depuis 40 ans mouraient leurs troncs marqués par les scolytes, cédant lentement la place à la pourriture. Le ruisseau coulait différemment qu'à son arrivée, son lit ayant été modifié par des inondations de plus en plus fréquentes et graves. Même le chant des oiseaux semblait avoir changé des espèces qu'il avait rarement entendues, étant désormais communes, tandis que d'autres s'étaient raréfiées. Tom pense aux peuples indigènes qui ont vécu dans cette vallée pendant des milliers d'années avant l'arrivée des Blancs. Ils ne se sont pas accrochés à des lieux uniques ou à des modes de vie rigides. Ils se sont déplacés au fil des saisons, ont adapté leurs techniques aux conditions changeantes et ont fait évoluer leurs pratiques tout en conservant leurs valeurs fondamentales. Leur sagesse résidait dans la flexibilité et non dans la rigidité. Un soir, assis à regarder le coucher de soleil peindre les montagnes en nuances d'or et de pourpre, Tom réalisa que sa résistance au départ était en partie fondée sur l'orgueil. Il s'était forgé une identité de personne capable de faire face à tout ce que la nature lui réservait. Admettre qu'il ne pouvait plus maintenir ce mode de vie revenait à admettre sa défaite, à donner raison à tous les sceptiques qui avaient toujours dit qu'une telle vie n'était pas viable. Mais qui essayait-il de prouver qu'il avait tort? La nature ne se souciait pas de sa fierté. Nancy n'avait pas besoin qu'il soit un symbole. Ses petits-enfants se souviendraient de lui pour ce qu'il était, et non pour son obstination à s'accrocher à une cabane dans le Montana. La seule personne qui exigeait que Tom Orr reste l'homme des montagnes de la légende était Tom Orr lui-même. La voie à suivre. Lorsque Tom a finalement pris sa décision, il ne l'a pas fait en fanfare, mais l'a acceptée en silence. C'est au début du mois de février de l'année 2025 qu'il a appelé Nancy pour lui dire qu'il était prêt à envisager sérieusement de quitter la vallée de la rivière Yaak. Son soulagement était palpable même par le biais de la connexion téléphonique par satellite. Elle avait porté son propre fardeau d'inquiétude, regardant Tom vieillir dans un environnement sans pitié pour les corps vieillissants, incapable d'exprimer ses craintes sans donner l'impression de douter de ses capacités. Ils ont convenu que Nancy retournerait dans le Montana au printemps et qu'ils entameraient ensemble le processus de transition pour sortir de la vie en milieu sauvage. Mais Tom a insisté pour que certaines conditions soient remplies. Il ne se contenterait pas d'accepter le rachat par le gouvernement et de disparaître. Ils le feraient, selon leurs propres termes, d'une manière qui honore la vie qu'ils ont bâtie. La première étape a consisté à trouver le bon acheteur pour la propriété. Tom voulait quelqu'un qui respecte la terre, qui comprenne le privilège de vivre dans un tel endroit. Grâce aux contacts qu'il avait noués au cours de ces années avec Mountain Men, il a trouvé un jeune couple de l'État de Washington qui se préparait depuis des années à vivre dans la nature. Ils avaient les compétences, la détermination et surtout la jeunesse nécessaire pour affronter ce qui les attendait. Tom a passé des heures au téléphone avec eux, se montrant brutalement honnête sur les défis à relever, tout en partageant la joie et le sens qu'il avait trouvé dans cet endroit. La vente allait prendre des mois avant d'être finalisée, donnant à Tom le temps de se préparer mentalement et pratiquement à la transition. Il a utilisé ce temps pour documenter tout ce qu'il pouvait sur la propriété, la terre, les animaux et les schémas qu'il avait observés pendant des dizaines d'années. Il rédigea des notes détaillées sur les zones inondées par les fortes eaux de ruissellement du printemps, sur les endroits où l'on pouvait trouver les meilleurs arbres morts pour le bois de chauffage,
et sur la façon de prévoir quand les élans descendraient du haut pays. Cette documentation devint une façon d'honorer la relation qu'il avait construite avec ce lieu. Chaque page représentait un savoir acquis par l'expérience des leçons enseignées par la terre elle-même. Transmettre ces informations aux prochains intendants lui semblait important, une façon de s'assurer que ces années passées ici avaient un sens au-delà de sa propre expérience. Tom a également entamé le difficile travail de tri des biens accumulés pendant près de 50 ans. Chaque objet racontait une histoire. Le premier couteau qu'il avait utilisé pour dépecer était maintenant usé par d'innombrables aiguisages. Les raquettes que Nancy avait fabriquées à leur arrivée, avant que l'un ou l'autre ne sache vraiment ce qu'il faisait. Des journaux remplis d'observations sur les conditions météorologiques, le comportement des animaux et les changements subtils qui marquaient chaque saison. Certains objets les accompagneront dans leur nouvelle vie, d'autres resteront dans la cabane faisant partie de ce qui la rend fonctionnelle. D'autres encore, Tom les distribuera à des amis et à des compagnons montagnards, des gens qui apprécieront à la fois l'utilité pratique et l'histoire que recèlent ces outils. Au cours de ce processus de tri, Tom s'est souvenu non seulement des difficultés qui dominaient ses pensées lorsqu'il envisageait le règlement, mais aussi des moments de pure grâce qui avaient défini cette vie le matin où il avait regardé une truie grizzly apprendre à ses petits à pêcher dans le ruisseau, la nuit où Nancy et lui s'étaient tenus à l'extérieur, pendant une aurore boréale, le ciel étant animé de rideaux de lumière verte et violette. La satisfaction d'avoir terminé un bronzage de peau parfait, le cuir étant doux comme du tissu et solide comme de l'acier. Ses souvenirs n'ont pas été diminués par sa décision de partir. Au contraire, elles sont devenues plus précieuses, plus fines qu'elles ne l'étaient, lorsqu'il imaginait vivre ici pour toujours. Tom a commencé à comprendre qu'il n'abandonnait pas cette vie, mais qu'il la complétait, qu'il lui donnait une fin, qui lui permettait de garder un sens, plutôt que de se terminer dans l'amertume ou la blessure. Nancy est revenue en avril, et ensemble, ils ont entamé le processus physique de préparation du déménagement. Ils avaient décidé de s'installer dans une petite ville de l'ouest du Montana, suffisamment proche des zones sauvages pour pouvoir encore accéder à l'arrière-pays, mais avec des commodités telles que les soins médicaux et la proximité de leurs filles et de leurs petits-enfants, c'était un compromis. Mais Tom apprenait que compromis n'était pas synonyme de défaite. La vente de la propriété s'est faite fin mai et soudain, il y a eu une date limite. Le jeune couple prendrait possession des lieux en juillet, ce qui laisserait à Tom et Nancy 2 mois pour achever la transition. Ces semaines se sont succédées dans la précipitation de l'emballage des dernières tâches et des adieux aux lieux qui avaient défini leur vie. Tom a tenu à visiter une dernière fois chaque lieu important. Il dit au revoir à la crête, où il avait dispersé les cendres de Jack, à la prairie, où il avait vu les loups au ruisseau, qui lui avaient appris la patience et l'observation. Ces adieux étaient privés des moments entre Tom et la terre qui n'avaient besoin d'aucun témoin. Lors de leur dernière nuit dans la cabane, Tom et Nancy se sont assis ensemble sur le porche, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes qu'ils avaient appelées leur maison pendant si longtemps. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Après presque 50 ans passés ensemble dans cet endroit, les mots leur semblaient inutiles. Ils restèrent simplement assis, écoutant les bruits familiers de la forêt qui s'installaient dans le soir, respirant l'air parfumé au pin, sentant la température baisser à l'approche de l'obscurité. Tom pensa aux documents qui avaient déclenché tout ce processus toujours rangé dans un tiroir de son établi. Ces documents officiels lui avaient semblé être une fin lorsqu'il les avait lus pour la première fois, une force indépendante de sa volonté qui lui enlevait tout ce à quoi il tenait. Aujourd'hui, il les voyait différemment. Ils avaient été un catalyseur le forçant à affronter les questions qu'il avait évitées sur l'âge, les capacités et ce qui comptait vraiment. La vérité, c'est qu'une partie de Tom savait depuis un certain temps que le changement était à venir. Son corps le lui avait dit. Les regards inquiets de Nancy le lui avaient dit. La difficulté croissante des tâches simples le lui avait dit. Il avait juste besoin de quelque chose d'extérieur pour lui permettre de reconnaître ce qu'il savait déjà. Le fait de quitter la vallée de la rivière Yaak n'a pas effacé 47 années de vie dans la nature. Cela n'a pas invalidé les compétences qu'il avait maîtrisées ni les connaissances qu'il avait acquises. Tom Orr serait toujours un montagnard dans les domaines qui comptent vraiment, dans sa compréhension de l'autosuffisance, dans son respect pour le monde naturel, dans sa capacité à évaluer clairement les situations et à agir de manière décisive. Ce qui changeait, c'était le cadre, pas l'essence. Tom apprenait que l'identité était plus portable qu'il ne l'avait imaginé, que l'on portait en soi ce que l'on était
quel que soit l'endroit où l'on se trouvait. La nature sauvage l'avait façonné, mais ce façonnement était achevé. Les leçons apprises ne l'obligeaient pas à rester éternellement dans la salle de classe. Alors qu'il se préparait à se coucher pour cette dernière nuit, Tom a ressenti quelque chose d'inattendu, un sentiment de paix. Pas exactement du bonheur, pas de l'excitation pour la suite, mais une acceptation calme qu'il avait fait le bon choix pour les bonnes raisons. Il n'avait pas été forcé de partir par faiblesse ou par échec. Il partait par choix alors qu'il avait encore la force de faire la transition avec dignité. Le lendemain matin, Tom et Nancy chargèrent les derniers cartons dans leur camion. Le jeune couple qui allait reprendre la propriété est arrivé en avance, impatient et nerveux à la fois. Tom a passé 1 heure à leur faire le tour, une dernière fois soulignant les détails qui n'avaient pas été consignés dans ses notes écrites, partageant les observations qui ne pouvaient être transmises qu'en personne. Alors qu'il repartait, Tom s'est permis de jeter un coup d'œil à la cabane qui rapetissait dans le rétroviseur. Puis il a tourné son regard vers l'avant, vers les montagnes, au loin, vers ce qui allait suivre. La nature sauvage avait été son maître pendant près de 5 décennies. Il était maintenant temps de voir quelle leçon le prochain chapitre lui apporterait. Tom Orr quittait la vallée de la rivière Yaak, mais il emportait avec lui quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel bien matériel. Il emportait avec lui des connaissances de l'expérience et une profonde compréhension de ce que signifie vivre avec intégrité. Le lieu allait changer, mais ces choses resteraient. En fin de compte, cela a suffi. Le parcours de Tom Orr nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans la résistance au changement, mais dans la capacité à s'adapter. Sa décision de quitter la nature sauvage après près de 5 décennies montre le courage nécessaire pour honorer à la fois le passé et l'avenir. Que pensez-vous de son choix? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires incroyables du monde des hommes de la montagne. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour.